Bonjour, bienvenue sur Mag. Aujourd'hui, on est avec Guillaume pour parler jeux vidéo. Est-ce que ça va, Guillaume? Salut. C'est bien dès qu'on lui demande s'il va bien, il a toujours un fou rire en début de podcast. Si vous voyez pas les coupures avant, mais... Eh bien, on va commencer tout de suite à trancher dans le vif du sujet, puisqu'on va commencer par parler de Plague Tale Requiem, mon merveilleux accent anglais. Jeu français, développé par Asobo Studio et édité chez Focus. Donc nous, on avait eu l'occasion de voir Kevin Choteau, directeur du studio, avec qui on avait échangé à la Gamescom. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la vidéo sur notre chaîne. Et on avait essayé le jeu un petit moment, on avait pris un peu de plaisir dessus, mais j'ai pas eu le temps, pour ma part, de jouer au jeu avec un calendrier de fin d'année qui est particulièrement musclé. C'est donc Guillaume qui va en parler. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous introduire peut-être l'histoire du jeu, toi qui avais fait le précédent opus? Oui, alors au début de Plague Tale Requiem, c'est une suite presque directe, hein, si je dis pas de bêtises. J'avais fait le premier il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'à la fin, au début du deuxième, je veux pas dire ce qui se passe à la fin du premier si vous l'avez pas fait, mais au début du deuxième, disons que les deux personnages principaux, Amicia et son frère Hugo, ils sont toujours poursuivis par l'espèce d'équivalent de l'Inquisition. Je sais plus si c'est l'Inquisition exactement ou si c'est un équivalent imaginaire. Mais donc ils sont poursuivis parce que Hugo en fait a des pouvoirs qui lui permettent donc d'invoquer des rats et ces rats eux-mêmes sont infectés par le virus de la peste. Donc autant dire qu'ils représentent un véritable danger. Et cette Inquisition qui lorgne sur la sorcellerie et la magie noire veut capturer Hugo, ne serait-ce que pour canaliser son pouvoir, en fait s'en servir un petit peu comme une arme. Et donc Amicia, elle, c'est une gardienne et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son frère et par extension l'humanité, on peut le dire, hein, parce que littéralement Hugo c'est une petite bombe nucléaire sur pattes. Et donc elle fait tout pour le protéger et pour essayer de trouver une solution pour soigner le mal qui l'envahit. Alors, le studio s'était pas mal félicité aussi d'avoir beaucoup retravaillé leur écriture, mais également leur moteur graphique pour avoir un véritable jeu, pas triple A parce que ça reste quand même un double A, mais en termes de graphisme déjà, moi j'avais trouvé le jeu vraiment très joli, il a vraiment bien changé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, et en termes d'écriture également? Alors je vais commencer par les points forts, dont les graphismes, parce que pour moi l'écriture arrive plutôt plus tard dans les points faibles, on y reviendra. Donc pour commencer par les graphismes, c'est honnêtement une véritable claque, surtout en ce qui concerne les environnements. C'est très 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 impressionnant. Littéralement, quand on commence les toutes premières scènes du jeu, on est dans un champ de lavande, c'est une après-midi d'été. Le sol est fissuré par la sécheresse des derniers jours. Il y a beaucoup de vie dans ce champ. Je veux dire, on voit les abeilles, parce qu'à l'époque, il y en avait encore. Donc, on voit les abeilles, il y a beaucoup de vie, etc. On fait une partie de cache-cache qui est un espèce de tutoriel gentiment déguisé. Et tout de suite, c'est véritablement une claque. À tel point, à vrai dire, les environnements sont tellement beaux que c'est là qu'en fait, finalement, on voit le côté double A du jeu, dans le sens que, au niveau des environnements, clairement, ça a rien à envier à des triple A, même comme The Last of Us presque, le deuxième. C'est pas du même niveau parce qu'il y a énormément de narration environnementale et c'est très détaillé dans The Last of Us Part 2, mais là, ça fait illusion, quoi, quand on arrive dedans. En revanche, ce sont les modèles des personnages qui, eux, accusent, comment dire, une technologie qui est pas encore au top. Ils sont quand même vraiment bien. Je dis juste que ça fait un petit Hmm. contraste par rapport à la beauté, la splendeur des graphismes, des effets de lumière. Je pense que c'est les plus beaux effets de lumière que j'ai jamais vus dans la pénombre. Quand par exemple des soldats tiennent une torche et que ça éclaire des vieilles ruines, des vieilles, des ruines antiques. C'est magnifique. Donc voilà, et des personnages qui eux parfois ont des petits moments un petit peu uncanny valley, mais on est loin de The Dark Pictures Anthology. Mais il y a toujours des petits moments où ça fait un petit peu tâche. Après, il faut dire que j'ai fait le jeu alors qu'il n'avait pas encore été patché, et à l'époque, il avait des problèmes techniques, notamment de stuttering. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu qui graphiquement est sublime, mais qui, au moment de sa sortie, avait ce problème technique. Donc, le stuttering, c'est un problème qui est commun là dans les derniers jeux qui sortent, c'est-à-dire que au moment où le jeu charge les shaders, donc tout ce qui permet de gérer les ombres notamment dans un jeu, le jeu les calcule en temps réel et au moment où il inscrit les données correspondant aux shaders dans le registre de l'ordinateur, ça crée des petits ralentissements. C'est bien qu'en fait la première fois Hmm. qu'on passe une scène,
le jeu inscrit tous les shaders qui sont nouveaux parce qu'on découvre une zone. Et donc, à ce moment-là, le jeu rame. Et si on charge le checkpoint et qu'on refait la même scène, là, ça ne rame plus du tout parce que les shaders seront déjà inscrits au registre. Ce qui n'a aucun intérêt parce que le meilleur moment quand on fait un jeu, c'est la première partie. Donc, autant dire que moi, j'ai souffert de ce problème au lancement malgré une configuration très très musclée. Et autant dire que, mais a priori, le problème aurait été réglé avec un patch qui est sorti 3 semaines plus tard et apparemment, le jeu ne souffrirait plus de stuttering. Donc voilà ce qu'il en est pour les graphismes. Un peu embêtant là, ce problème-là qui a l'air de devenir un peu récurrent sur des grosses productions. Là, au menu de ce podcast, il y aurait pu avoir aussi The Callisto Protocol, mais on a décidé de faire le choix d'attendre puisqu'on joue sur PC. Et apparemment, les avis sont très 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 négatifs. Techniquement, c'est complètement sacrifié avec cette affaire de... Je sais pas si c'est slottering, on dirait slot en anglais. J'ai toujours du mal à le dire. Mais ça veut dire quoi en fait en français? Stutter, c'est bégayer, c'est bégaiement. When you stutter. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu l'image que ça peut faire de la caméra. C'est-à-dire, par exemple, dans le Plague Tale, il est très discret. C'est-à-dire que, après, j'ai une super config. Je veux dire, j'ai une 4090, donc s'il y a qu'une 4000, en fait, c'est pas lié à la configuration. Mais c'est sûr que ça aide d'avoir une meilleure configuration. Mais malgré ça, de temps en temps, je dirais une fois toutes les 5 minutes, c'est que quand je faisais un tour de caméra complet autour de mon personnage, la caméra s'arrêtait un petit peu et elle repartait. Callisto Protocol, c'est ça à chaque pas, au point que c'est injouable, ce qui avait rien à voir avec l'expérience que j'ai eue avec A Plague Tale. Ça a l'air d'être assez... Et on va pas encourager un jeu vendu plein pot qui sort pas fini sur PC. Moi, je vais attendre 6 mois qu'il soit soldé, et c'est comme ça que je le ferai. Bref. Et donc, concernant le jeu en lui-même, alors, moi, quand j'y avais joué à la Gamescom, j'avais fait tout un chapitre, j'avais trouvé ça sympa, mais je devais reconnaître qu'il y avait un petit côté, on va dire, pour être gentil aussi, très rétro, c'est-à-dire au niveau des mécaniques de gameplay, un bouton pour s'accroupir, passer derrière des obstacles, se cacher dans des herbes, lancer un cocktail Molotov dans la tranche du premier badaud qui passe. C'était sympa, ça marche, mais ces arènes, finalement... me rappelait finalement une IA qui était nettement plus faible que celle d'un Metal Gear, donc Metal Gear ça passe encore assez bien pour d'autres raisons, mais ici j'avais un petit côté, on dirait un jeu peut-être d'une autre époque, surtout par rapport à ses graphismes, parce que quand on voit des graphismes qui sont aussi beaux et qu'on voit un gameplay peut-être un peu moins original ou moins moderne, ne serait-ce que dans les animations, je sais pas, des mains, des personnages qui vont toucher, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que tu reprocherais au jeu? Disons qu'en fait, pour moi, le plus gros reproche que j'ai fait au jeu, et j'ai remarqué après l'avoir fait, parce que j'ai lu des tests après l'avoir fait, parce que je lis jamais les tests des autres avant d'avoir moi-même fini le jeu. J'aime bien ne pas être influencé. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui a été reproché au jeu par plusieurs autres médias, c'est vraiment que les énigmes de ce deuxième jeu ne s'insèrent pas bien dans un monde qui se veut extrêmement réaliste. Et en fait, c'est drôle, il y a une espèce de dissonance qui vient régulièrement entacher. Alors là, on parlait des énigmes qui utilisent donc la lumière, parce que dans le jeu, en fait, les rats, on peut presque les imaginer comme une espèce de masse liquide qui se fait repousser par la lumière. Et en fait, tout le jeu repose sur le fait que Amicia, avec sa fronde, elle va pouvoir crafter, c'est du craft très gentil, parce que je hais le craft. C'est du craft très très gentil, qui veut qu'en fait, on utilise les sources de lumière pour nous aider, ou au contraire pour amener des rats à un autre endroit. On déplace cette masse et toutes les énigmes reposent là-dessus. Par exemple, un soldat avec sa torche se balade au milieu de rats, les fait fuir. On va lancer un certain élément chimique sur sa torche, elle va s'éteindre, il va se faire dévorer vivant. Parfois on pourra prendre le contrôle de rats. Parfois nous-mêmes on se retrouvera bloqué dans de la lumière, etc., etc. Et en fait... Oh, quel jeu de mots. Ouais, je peux pas... Je vais pas faire exprès. Oui, c'est ça, tout en subtilité. Et donc, le souci principal pour moi... Mais est-ce que c'est raté? Non, le souci principal donc du jeu, c'est cette intégration vraiment des énigmes qui font tâche, et c'est un manque de naturel général. Alors, je vais juste donner un petit exemple. Moi, celui-ci était probablement un des pires, et le jeu a commencé depuis 20 minutes que déjà ça arrive. Au début, on commence tout nu, sans notre fronde, on n'a rien pour crafter, etc., des éléments chimiques spéciaux. Et on se balade avec un autre gamin, donc pas Hugo, un autre petit gamin, et on arrive devant un ascenseur, et il nous dit, pour enclencher cet ascenseur, il me semble qu'il faut allumer une flamme, et c'est la première fois qu'on doit crafter ce qui permet d'enflammer notre fronde, en gros.
Et il dit, oh, on est dans une tour. Si on allait voir à gauche, les gardes gardent souvent, je sais pas, je vais dire un mot au hasard, de l'éther. Donc là, on va voir à gauche. Il y a un coffre dans une petite pièce et il fait, oh, j'espère que c'est de l'éther, Amicia. Il l'ouvre et c'est de l'éther. Alors là, au moment là, je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même vraiment maladroit. Et ils font, maintenant, allons voir de l'autre côté. On va voir de l'autre côté. Et là, il y a le deuxième élément de craft qu'il fallait. Il y a littéralement 2 pièces dans cet endroit et l'ascenseur au milieu où il faut une flamme. Et il y a 2 coffres, à gauche et à droite. Et il y a les 2 éléments pour crafter. Là, on crafte et on peut monter dans l'ascenseur. Et ça, c'est juste un des exemples du jeu qui intègre en fait vraiment de façon très maladroite ces énigmes. Disons, tu sens que t'es dans un jeu vidéo. Le jeu essaye de te faire dire que t'es pas dans un jeu vidéo parce qu'il est réaliste. Il y a vraiment, l'histoire est prenante, hein. Elle est pas incroyable, mais honnêtement, elle est vraiment prenante. Moi, je sais que j'ai bien aimé suivre le jeu et puis le destin des personnages. Mais le jeu, constamment, te rappelle que t'es dans un jeu. Il y a aussi des moments où, de façon réaliste, c'est pas logique. Elle va faire des choses incroyables. Par exemple, il y a un moment, il faut passer au-dessus de tonneaux. Et complètement, je veux dire, il y a des tonneaux qui font 2 mètres de hauteur. Et à droite de ces tonneaux de 2 mètres de hauteur, il y a des tonneaux qui font 1 mètre de hauteur. Et à droite, il y a encore un tonneau. En gros, ça fait un escalier pour passer. Mais on peut pas passer sur cet escalier. À la place, elle va faire tourner 3 poulies, pousser une caisse, ramener. On se croirait dans Tomb Raider 2, sauf que là, les graphismes sont super et ils essayent de créer un univers crédible. Et on pousse cette caisse en se prenant la tête et tout, etc., avec des systèmes de poulies, en donnant des ordres à la personne avec notre duo, pour finalement passer les tonneaux. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. C'est un J'ai le problème. même problème dans God of War actuellement, je veux dire. Là, je suis en train de finir le jeu. Et c'est vrai que c'est fatigant des fois de voir des tout petits obstacles qui vont t'empêcher de passer. Et pour simuler une énigme en carton, en plus qui n'a aucun intérêt ludique, des fois c'est un peu fatigant dans ce genre de jeu. Bah, disons que... Mais sinon, Ouais. si on devait vraiment conclure sur ce jeu, est-ce que tu le recommandes? Je le recommande, mais avant de conclure, je voulais juste parler pour moi d'un autre défaut qui pourra être un problème pour d'autres. Il faut pas se mentir, hein, l'inspiration principale de Plague Tale Requiem, ça a toujours été The Last of Us. Il y a beaucoup de jeux qui ont surfé sur The Last of Us, notamment d'ailleurs on en parle, God of War. Hein. C'est des jeux qui reprennent cet illustre modèle. Le problème pour A Plague Tale, c'est qu'ils ont pas la subtilité d'écriture de Naughty Dog. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment reproché au jeu, qui m'a marqué. C'est le jeu te met dans la face la tristesse des personnages. Parce que c'est un jeu qui peut être dur, hein, parfois qu'il y a des propos difficiles. Enfin, je veux dire, c'est triste en vrai ce qui se passe souvent dans le jeu. Ça parle aussi de la folie religieuse, du fanatisme. Ça parle de beaucoup de sujets comme ça. Et puis quand même, elle essaie de sauver son frère. C'est un enfant. Je veux dire, leur relation est belle. Elle fait vraiment tout pour lui au point de faire des choses terribles parce qu'elle se balade avec une petite bombe nucléaire. Hein. Genre littéralement, dès qu'il fait une crise de colère, ça invoque des nuées de rats qui tuent tout le monde dans la ville, même des innocents. Donc ça, tout ce côté-là, c'est dommage parce que l'idée est super. C'est plutôt bien fait. Il y a des moments vraiment touchants, mais ils te le mettent en plein visage. En fait, ça me fait penser un petit peu comme dans les émissions à la télévision. Quand américaine, on a cette image des personnes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont hors champ, avec un panneau qui dit applaudir. On les voit pas. Bah là, en fait, il y a des moments où littéralement Amicia, elle s'écroule à genoux en pleurant, mais ça arrive vraiment plusieurs fois dans le jeu. Vraiment, j'exagère pas, elle s'écroule à genoux en pleurant, ce qui est pas un problème si c'est bien amené. Le truc, c'est que les moments où on est censé être triste, il y a des violons et elle s'écroule à genoux en pleurant. Et ça arrive plusieurs fois, et à un moment, le jeu, j'en avais marre qu'ils me disent sois triste, il y a du piano, sois triste, il y a des violons, sois triste. Et là, je me suis dit que c'était vraiment une force de The Last of Us, la partie 2, par exemple. C'est qu'un jeu, il doit savoir accorder de la place au silence pour toi-même décider ce qui est triste ou pas triste. Dans The Last of Us 2, il y a un moment vraiment marquant, par exemple, pour moi, c'est un moment où Ellie, on la voit de dos, elle se déshabille ou elle se rhabille, je sais plus, et on voit tout son dos complètement meurtri. Et au moment-là, on la voit pas pleurer ou quoi que ce soit, ou s'écrouler à genoux. Il y a des moments où elle pleure dans le jeu qui sont bien mieux amenés, mais là, c'est juste un silence. Et là, on se sent très triste. Et il y a jamais cette subtilité dans A Plague Tale. Donc pour moi, est-ce que c'est un jeu que je recommande? Oui, c'est un jeu que je recommande parce que j'ai passé un très bon moment sur le jeu. Et si maintenant la partie technique a été réparée, alors clairement, c'est un bon jeu. Peut-être aussi que ça dépend ce qu'on en attend. C'est juste que pour moi, quand on met la barre si haut, il faut ensuite, il faut suivre derrière avec une meilleure intégration des énigmes qui au final se répètent beaucoup aussi tout au long du jeu. Hein. Ce qu'on fait au début du jeu avec les énigmes, c'est ce qu'on fera à la toute fin. Sur une aventure qui me semble dure quand même une 20aine d'heures, hein, il est assez long, peut-être même un petit peu plus, mais qui est très bien rythmé.
Voilà, moi oui, c'est un jeu que je recommande, mais c'est pas le jeu de l'année. Disons, c'est un jeu que je recommande. Vous passerez un excellent moment, mais c'est pas dit que vous vous en souveniez vraiment dans quelques années, quoi. Oui, bah, c'est déjà pas mal, je pense, pour un studio C'est français clair. qui fait ses armes petit à petit, ne serait-ce que rien que graphiquement, être capable de talonner et de loin des productions triple A, c'est quand même Ah vachement oui, encourageant. et je voulais aussi dire, C'est quand même pas rien. juste pour conclure là-dessus, sa bande son elle est fantastique. Ah Je ouais? sais plus qui est-ce qu'il a fait. Je me demande si c'est pas Olivier Desrivières ou je sais plus. Je suis plus sûr. Je suis peut-être déjà une bêtise donc je vais pas le dire, mais la bande son du jeu est sublime et le jeu pour ça incroyable est vraiment porté par sa musique. Et voilà, pour finir, oui, donc avec ces dissonances, par exemple, peut y avoir des moments où c'est étrange parce qu'avec sa fronde, par exemple, il y a des moments où littéralement il peut y avoir une vague d'ennemis de 20 qui vient, où elle est énervée, elle va tuer 20 soldats en armes avec sa fronde en leur balançant des cailloux dans la tête. Et on n'y croit pas trop, quoi. Je veux dire, c'est juste une jeune fille avec sa fronde, aussi douée soit-elle avec sa fronde. Littéralement 20 personnes à la suite qui viennent, hein. Avec Alicia qui C'est hurle en disant, je vais David tous vous contre tuer. Goliath. Ouais, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Bon, ouais, bah écoute, très bien. Ça donne quand même envie de jouer au jeu, même s'il a quelques petits défauts. Moi, ça, je le mets quand même sur une liste où j'y jouerai en 2037, hein, en Mm. 2023. Je reviendrai du Vietnam. Alors, on va continuer maintenant avec un autre jeu, cette fois-ci peut-être nettement moins subtil, auquel j'ai joué moi et qui s'appelle Evil West. On commence tout de suite avec le trailer. But it bleeds. Alors Evil West, jeu développé par Flying Wild Dog, des développeurs qu'on avait d'ailleurs rencontrés aussi à la Gamescom. Alors moi je connais un petit peu le studio puisque j'avais fait Shadow Warrior, le dernier qu'ils avaient fait, j'avais vraiment bien aimé en tant qu'amateur de Doom-like. Donc évidemment des jeux un peu bourrins mais aussi finalement assez subtils en termes de dextérité qu'il faut déployer pour réussir. Alors là on incarne une espèce de chasseur, un cow-boy quoi finalement, qui va se battre contre des vampires. Il y a aussi quelques humains qu'on va corriger sur la route, mais ils sont finalement assez rares. Et le jeu finalement est assez rétro dans son approche, puisqu'en fait on va avoir euh, un déroulement avec des cinématiques à l'ancienne, quoi. On n'est plus du tout au moteur in-game. Et on va enchaîner les niveaux sans prétention narrative très développée, même si finalement il y a des cinématiques. Et c'est ça ce qui m'a plu finalement. Je le définis en ce moment comme l'anti-God of War. C'est-à-dire c'est un jeu où on se prend pas trop la tête en termes de narration et on va tout de suite être assez généreux en termes de gameplay pour pouvoir vraiment amuser le joueur. Et de ce côté-là, ça marche très bien puisque contrairement à un Gears traditionnel, donc évidemment c'est un Gears-like, hein, c'est un third-person shooter assez bourrin, tout ça, mais contrairement à un Gears traditionnel, on va vraiment encourager le combat au corps à corps. Alors il ne faut pas forcément se laisser leurrer, même si on a une carabine, même si on a d'autres armes, le jeu joue très largement la carte du corps à corps. On va développer des pouvoirs, par exemple électriques, qui font on va pouvoir rusher les ennemis pour pouvoir leur donner une salve de coups assez puissante. On peut les envoyer en l'air, tirer au même moment. On a vraiment tout un tas de pouvoirs qu'on va utiliser qui vont venir combler notre arsenal. Et de ce côté-là, j'ai trouvé que le jeu avait une véritable patate. Je le trouve en plus très joli, même si ce sont des petites arènes, tout ça. Ça se déroule vraiment bien. Et les combats sont hyper plaisants. Il y a des boss d'ailleurs assez retors, hein, je veux dire, qui sont assez costauds. Moi, je l'ai fait en mode de difficulté l'avant-dernière, je crois, de mémoire. Et les boss, ils donnent du fil à retordre, quoi. Ça fait quand même assez plaisir. Alors, c'est un jeu quand même assez court. Faut compter, à mon avis, une quinzaine d'heures. Donc là, j'en suis vraiment au boss final. J'ai pas eu le temps de le finir pour l'occasion, mais c'est la fin après. Faut compter une quinzaine d'heures, je pense, pour finir le jeu. Et il donne aussi accès à un mode multijoueur que je n'ai pas encore eu le temps Ah oui, il y a d'essayer, un mais je coop, m'étais dit ouais. que Mm. je le ferai pour un deuxième rush, un deuxième run, pardon. Tout simplement parce que le premier run aussi, c'est assez agréable de ce côté-là. On peut développer son personnage, on peut déployer tout un tas de pouvoirs différents, mais vraisemblablement, on va pas tous les développer. En tout cas, on va pas tous les débloquer en fait en mode de difficulté celui auquel je joue.
parce qu'en fait c'est avec de l'argent qu'on va gagner, on casse des coffres d'ailleurs comme dans God of War, et ça nous donne de l'argent pour pouvoir le faire. Mais clairement, le jeu a une rejouabilité en débloquant tout. Et il est vraiment généreux en termes de combos. Donc vraiment, je trouve que c'est une carte vraiment très chouette à choisir pour mettre sous le sapin pour Noël, pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu. Ça avait l'air drôle Il coche comme jeu. toutes les bonnes cases. Tu sais pas s'il y a un New Game Plus alors encore. Je sais pas si tu sais s'il y en a un. Je pense pas que... Bah si, c'est sûr que tu peux rejouer avec les pouvoirs que tu as Ah débloqués, ok, c'est ça c'est certain. super, ouais. Ok. C'est certain. Mais après, le faire en dernier mode de difficulté, pourquoi pas. Mais justement, ça deviendra intéressant quand on aura débloqué ses pouvoirs. Il y a aussi une rage, un peu comme à la Kratos, qu'on peut utiliser par moment. Mais c'est plutôt l'ensemble de ces choses-là qui font que tes armes, elles vont s'améliorer. Après, ça va faire des... Je sais pas, par exemple, t'as un fusil, t'as une arbalète, on dirait une mitraillette, t'as ton gun classique. Et la particularité du jeu, en fait, c'est de jouer sur des points faibles qui vont apparaître sur les ennemis, avec un petit rond qu'on va devoir viser dans un temps très court. Alors, c'est bien, ça donne un peu de challenge. Moi, je joue sans aim assist aussi, donc pour que ce soit un peu plus cool. Et je joue à la manette, parce que clairement, il est fait pour la manette, étant donné qu'il y a beaucoup de pouvoirs, il y a beaucoup de combos qu'on peut développer. Et donc, du coup, plus on va jouer, plus on va avoir certaines armes qui vont avoir vraiment des specs très différents. Par exemple, elles vont électrocuter les ennemis dans toute une zone. Il va y avoir d'énormes boules qui vont les pourchasser. Il y a tout un tas de choses qu'on débloque qui rendent vraiment l'aventure très plaisante. C'est généreux. Ça se laisse, les cinématiques sont pas invasives, c'est-à-dire quand elles passent, on se dit ouais, c'est du nanar, mais ça marche très bien. Ce personnage qui ne fait que grogner. Et les boss sont vraiment intéressants, je trouve, en termes de gameplay. Donc c'est sous la forme que prend le jeu, donc j'imagine que il y a pas beaucoup d'exploration. Enfin, je veux dire, c'est pas comme dans le premier God of War où tu peux sortir du chemin, explorer, comme dans God of War avec ton bateau et revenir. C'est un couloir très rythmé. Non, c'est un couloir effectivement très rythmé. Mm. C'est par niveau. On va arriver dans une zone de type saloon. Et il faut prendre aussi le jeu pour ce qu'il est, hein. C'est un double A, donc il a surtout une mécanique de jeu, je trouve, qui déploie très bien. Et ce qui est cool aussi, c'est que finalement ce personnage est assez lourdeau. Mais on peut faire quand même pas mal de choses, hein. On verra sur les captures de gameplay que j'ai réalisées. Quand on commence à jouer un peu bien, ça s'enchaîne et tout. Il y a des finishes sur les ennemis. Enfin, il y a aussi un système qui fait qui est très optionnel, mais des fois un ennemi il va lancer une attaque lourde et il va y avoir un petit indicateur très léger à l'écran qui va nous dire qu'on peut le contrer en donnant un coup de stick, vous savez, en appuyant juste de manière enfoncée. Et ça permet de redonner un peu de rythme à l'ensemble, avec évidemment les traditionnelles roulades. D'ailleurs, le boss de fin est assez costaud quand même, parce qu'il a une allonge très importante, on va dire. Donc les roulades ne suffisent pas tout le temps. Mais ce mix entre le corps à corps, les armes à feu, les points faibles qu'on va viser, c'est vraiment un régal. Ne serait-ce que parce que plus on va avancer dans le jeu, plus on va rencontrer des ennemis qui parfois vont se régénérer. Et donc on va être occupé par une horde en même temps. Il va vraiment jouer sur les distances. Et pendant qu'il se régénère, si on ne touche pas le point faible rapidement, il regagne tout un tas de vie. Ou alors il va régénérer d'autres ennemis aussi en même temps, dont des boss. Donc c'est vraiment, ça nécessite, il y a la petite adrénaline comme on aime, la sueur qui va J'ai vraiment l'impression sur la nuque. J'ai vraiment l'impression qu'il vient combler un petit peu un manque. Je veux dire, au milieu des années à la fin des années 2000, vers 2010, autour de 2010, il y avait eu énormément de third-person shooters, donc les jeux de tir à la troisième personne, et après ça s'est arrêté. Il y a vraiment eu une mode au moment de la Xbox 360, au moment où Gears est sorti. Il y en avait une tonne, il y a eu une indigestion. Puis c'est drôle parce que là, celui-ci, ça donne un peu l'impression qu'il revient, mais en faisant bien tout ce qu'on attendait de ce genre de jeu à l'époque, mais après avoir laissé passer un peu de temps, et du coup on dirait qu'il te redonne un peu une dose d'un jeu d'une autre époque, mais il le fait bien, quoi, et généreusement. C'est ça, c'est une recette appliquée à la lettre, mais c'est vrai que c'est cool parce qu'il va reprendre vraiment tous les meilleurs du genre et il va le faire. C'est ça ce que j'aime bien, c'est-à-dire sans prétention. Chaque jeu ne peut pas avoir vocation à réinventer, à tout réinventer, quoi. Je veux dire, un jeu peut être très bon en étant très classique dans sa forme parce que il fait le job, comme on dit. J'ai l'impression que celui-ci, c'est le cas.
comme on Ah, il dit. fait le job. Ah, Hein, ok, au c'est Canada, on littéralement dirait, ça. en francophone, on dirait il fait la job. Ah, il fait la job, ouais, c'est vrai qu'ils disent la job là-bas. Mais oui, en tout cas, c'est une très bonne pioche que je recommande. J'ai hâte de le faire euh, en multi. Ce sera l'occasion aussi un peu de rigoler, quoi. Et visuellement aussi, graphiquement, je le trouve vachement beau, en Il a l'air fait. Je le chatoyant. trouve vraiment. Ouais, il est coloré, quoi. Et puis, ça change selon les niveaux et tout. Chaque niveau a un peu une DA différente et tout. Donc, c'est agréable. J'avais déjà bien aimé leur DA hyper, comme tu le dis, chatoyante sur Shadow Warrior, avec des armes toujours très originales, des ennemis qui sont un peu barrés. Je trouve franchement, il coche toutes les cases d'un jeu plaisant. Là où justement je suis un peu plus fatigué ces temps-ci par les jeux bavards qui vont poser des enjeux mais réellement sans donner les moyens. Alors je pense un peu à God of War et sa narration, je trouve un peu en carton, qui casse tout parce que les cinématiques sont réussies, mais après, paf, les personnages, ils vont parler, 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 parler pour dire finalement, Hmm. Tu disons-le parles de gros, de la merde. la Disneyisation de God of War. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, cette manière de vouloir toujours te dire, attends, là, tu pourrais avoir peur, mais non, t'inquiète pas, je veux dire, ça sert à rien. Ah oui, là, tu devrais être triste, mais là, non, mais non, t'inquiète. Et c'est vraiment très con, on se retrouve dans des situations, des fois, où on se dit, bah, c'est débile, la cinématique est typée film, et après, vous allez casser ça par vanne sur vanne. Alors évidemment, là, dans Evil West, il y a des vannes, mais ça se concentre avant tout sur le gameplay, Bah, quoi. ça a l'air très série Et Z, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des cowboys qui tuent des complètement. vampires. Donc, c'est Ouais, sûr puis ils qu'à sont partir de bourrins, ils là. sont énormes, Hmm. ils sont hyper gros. Non, non, c'est con comme un balai, le truc, il y a une espèce de Otakon aussi, de personnage qui peut améliorer le truc, il est ridicule. Enfin, je veux Est-ce dire, que le casting est vraiment 100% testostérone ou est-ce qu'il y a quand même des personnages féminins dans le jeu? Ou est-ce que c'est vraiment 100% Ouais, testostérone? il y a une femme, je crois, puis je crois qu'il veut lui mettre un coup de poing à un moment. Parce que, je sais plus, elle s'oppose avec un gros fusil, et puis lui, c'est testostérone, évidemment, oblige. Non, 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 il y a pas vraiment de... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de femmes aussi dans le jeu. C'est assez... Non, là, c'est la caricature C'est le jeu gentiment. absolue, hein. Ouais, c'est bas du front, drôle. Ouais, 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 c'est marrant, quoi. Hmm. Ça marche bien, quoi. C'est vraiment le cow-boy qui grogne, qui fait son affaire, enfin, je veux dire, qui détruit tout sur son passage. C'est surtout hyper plaisant, en fait, à jouer. J'aime bien ces jeux arcade comme ça, qui vont procéder par vagues et où vraiment tu vas être mis à rude épreuve et où on t'invite à utiliser toutes les specs disponibles parce que si tu les utilises pas, il y a de fortes chances que tu meurs, en fait. Parce que il faut générer un max de dégâts, quoi, dans un temps court. Et sinon, ça marche pas, quoi. C'est un peu ce que je reproche des fois dans d'autres jeux, justement un peu plus grand public peut-être, notamment God of War. Alors après, j'aurai l'occasion d'en parler quand on en parlera avec Benoît. Mais des fois, tu as plein de trucs que tu peux débloquer de gameplay, mais finalement, ils servent pas vraiment. Enfin, je veux dire, les ennemis sont des sacs à PV, et si tu l'utilises ou pas, ça t'empêche pas de gagner, en fait. Là, c'est Ouais. pas du tout le cas, J'en quoi. sais quelque Donc chose vraiment un parce jeu que que je recommande. J'en sais quelque chose parce que dans les jeux, moi, quand j'ai trouvé une arme que j'aime bien, je la garde tout le jeu. J'essaye même pas Ouais, toi les t'es autres. comme ça, oui. C'est le côté maniaque, et C'est tu le te dis côté là, Resident justement, Evil, j'ai... ouais. Côté optimisation, il faut dire. Là, t'as vraiment envie de tout utiliser, quoi, et Ouais. c'est un régal, quoi. Voilà, donc on vous le recommande, n'hésitez pas. C'est chez Focus, c'est un jeu qui a été fait par des passionnés, hein. Quand je les ai rencontrés, vraiment, on sentait que c'était un délire qu'ils voulaient réaliser depuis très longtemps. Donc on vous le recommande chaudement. Donc, finalement, deux jeux chez Focus qu'on vous recommande là pour inaugurer ce podcast, hein. Je crois qu'on a touché de l'argent, hein, mais... Bien, et ben écoutez, on va continuer dès maintenant avec un autre jeu qu'on attendait de pied ferme, et c'est Somerville. Somerville, du coup, c'est développé par le studio Jumpship. Si vous ne connaissez pas, c'est parfaitement normal, puisqu'en fait, il a été cofondé par Dino Patti. Là, ça vous dit peut-être plus quelque chose, qui était lui-même cofondateur du studio suédois Playdead.
Dinopathy, il a cofondé ce studio Jump Ship avec Chris Olsen, d'accord? Est-ce que Et c'est un Chris rapport avec Olsen- les jumelles Olsen ou Ça, j'étais aucun? sûr que tu allais faire la vanne, Guillaume, je te connais bien. Alors, je ne sais pas si c'est l'un des frères cachés des sœurs Olsen, peut-être un troisième jumeau. Mais donc Chris Olsen, c'est celui il avait travaillé sur Avengers, l'âge du trou, j'allais dire, L'âge du comme le tueur en série, l'âge du trou. Vous avez compris la référence. Donc, il travaillait dans le cinéma sur tout ce qui était les effets spéciaux. Et donc là, c'est pour ça que c'est important de faire ce petit récapitulatif. Ce n'est pas un jeu créé par Dinopathy. Il ne fait que le produire, d'accord? C'est là toute la Il a nuance. juste donné de l'argent. Il a donné de l'argent, il a sans doute donné la ligne de route, et ça se sent tout de suite. Hein, personne n'est assez naïf pour le voir, pour le rater. Ça reprend même la typographie d'Inside dès le générique. Ça reprend aussi cette idée d'Inside en termes de graphisme, mais avec la 3D. Alors, on va en parler ensemble, Guillaume, puisqu'il me semble que tu as fait le jeu aussi. Et est-ce que tu peux nous dire déjà un peu quel est ton ressenti? Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeu. Ouais, alors ouais, ça reprend beaucoup la typographie d'Inside et aussi d'un autre jeu qui est un grand classique et dont le nom ne revient pas maintenant. Mais bon, c'est pas grave, qui était aussi un des premiers à avoir ce personnage qui défile et à lorgner vers le côté très cinématographique. Il était sorti dans les années 80, il me semble. Mais bref, mais ça On parle pas reprend. d'Oddworld. Duquel? Non, je parle pas de Oddworld, mais peu importe. En tous les cas, il est très inspiré de ces deux jeux, mais énormément de Inside, qui est la référence Ah, le jeu absolue. d'Eric Chahi, Another World. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup d'inspiration donc de Another World et de Inside. Mon ressenti sur le jeu, c'est qu'il fait maladroitement tout ce que faisait bien Inside. En gros, voilà, ça y est, c'est fini. Allez, on vous le C'est un recommande. peu Non, mal je rigole. chéri. Allez hop, on zappe, on passe à la suite. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est ça. Moi, mon ressenti du jeu, c'est que je l'ai lancé en étant vraiment très emballé par la Bah, proposition. pareil. Ne serait-ce que parce que, bah voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Quelqu'un qui a eu l'expérience quand même de collaborer avec ceux qui ont fait Inside, Limbo, donc Playdead. Je veux dire, c'est quand même des grands jeux, surtout Inside, qui, on peut le dire, c'est pas usurpé un chef-d'œuvre. Et là, au début, on commence. Et le pire, c'est que le jeu commence très bien, parce que je trouve que la meilleure scène du jeu est celle dont ce que j'oublierai pas, c'est vraiment en fait les 10 premières minutes du jeu. C'est la meilleure scène du jeu. C'est le début. C'est pas la scène avec le bébé qui clignote là? Oui, parce qu'il y a des problèmes techniques à la sortie. Arthur, le bébé clignotait, Oui, le chien disparaissait. Moi, j'ai eu Il y a deux pas bugs mal bloquants. de bugs. Hein. Donc bref, Dès voilà. le début Bon. du jeu, moi, on est sur le canapé, papa maman dorment, on contrôle un petit bébé potelé qui sautille. Alors déjà là, je me suis dit tiens, il sautille un peu trop à mon goût là. Je sens qu'il va m'énerver lui. Et dès le début du jeu, moi j'avais déjà un chien qui était coincé dans la table. Alors, je me suis dit bon, Bon, alors, pas pour prendre grave, on va fermer les yeux. pour prendre la défense du jeu, moi, le chien, les 10 premières minutes du jeu n'ont pas eu de bug de mon côté. Mais Le chien, au il a début, fait donc, n'importe quoi. juste pour dire quand même de quoi ça parle. Donc Somerville, c'est un récit de science-fiction qui est très inspiré, donc on a dit, des deux jeux qu'on a évoqués, et au niveau du cinéma, particulièrement la guerre des mondes, ou de la littérature, donc toujours la guerre des mondes de Orwell. Et on contrôle une famille, H.G. tout Wells. simplement... ouais. H.G. Wells. Ouais. Et on contrôle donc une famille endormie devant la télévision un soir. Les programmes continuent de tourner. Et donc le père et la mère dorment, le chien est allongé au sol, et là le petit gamin, lui, se réveille. Les parents, eux, sont endormis. Et là on prend le contrôle de vraiment cet enfant qui est très jeune, il doit avoir 3 ans, il marche à peine. Ou Il est 2 rouge, ans. je crois. Il est roux. Et donc on contrôle ce petit gamin qui explore la maison, qui grimpe partout. Et là, d'un coup, il y a un énorme flash de violet de lumière à l'extérieur. Le petit gamin tombe en arrière, les fesses dans une poubelle, ce qui réveille les parents. Mais les parents, eux, ne sont pas au courant de cet énorme flash de lumière qu'il y a eu dehors. Et ça, j'ai trouvé ça super de se dire que nous, en tant que spectateurs, on est dans une confidence que n'a pas le deuxième joueur qu'on commence à incarner. Et j'ai trouvé ça super. Donc là, on contrôle les parents, ils s'occupent de l'enfant, etc. Et puis très vite, pouf, invasion extraterrestre. Et à partir de là, le jeu nous montre tous ses défauts parce qu'il nous met dans une espèce de fuite en avant constante qui est pas toujours très bien explicitée, hein, parce que alors là où Inside faisait tout bien sans dialogue et était très évocateur au niveau de ce que signifiait, je veux dire, les symboliques étaient fortes.
mais on comprenait très vite où est-ce qu'on allait en venir. On comprenait très vite ce qui représentait un danger, on comprenait très vite ce qui était amical, ou si on avait le doute, le jeu nous le faisait comprendre, mais avec très peu d'indications. Vu que là encore, c'était presque muet, à part des bruitages. Bah là, c'est la même chose, donc ils ont repris le même parti, c'est-à-dire que les personnages ne diront jamais rien, juste ils vont s'exprimer avec des gestes, un peu comme si tout le monde était... un peu comme si tout le monde était sourd-muet dans cet univers, parce que c'est l'impression que ça donne, parce que c'est pas bien fait. Dans Inside, on s'est jamais dit c'est un univers où tout le monde est sourd-muet, mais là, en fait, ça donne cette impression que les gens ne se comprennent mal parce que c'est pas bien amené. Et déjà on est déjà dans Inside, on était seul, donc d'une manière générale, enfin bon, certes on tombe sur des gens complètement aliénés, robotisés, enfin je veux dire complètement comme s'ils étaient perdus là, qui marchent en file indienne. On était seul déjà. Mais je pense que déjà Somerville, il tombe dans deux pièges. Dans Inside, il y avait un parti graphique en noir et blanc, enfin en aplat, de gris, tout ça et compagnie, qui fait qu'il suffisait d'avoir une couleur, un peu comme dans Mirror's Edge à l'époque, qui mettait des éléments en surbrillance rouge pour qu'on comprenne où il fallait aller immédiatement. Et là, lui, il le fait pas, donc, puisqu'il choisit déjà d'avoir de la couleur, et il choisit, deuxième piège, d'avoir de la profondeur, puisque cette fois-ci on a de la 3D, enfin on a de la profondeur en fait de champ, et ça c'est pour moi le principal problème du jeu, outre celui dont tu as parlé, où finalement des fois on comprend pas toujours très bien ce qu'ils veulent qu'on fasse, et bien ce sont les collisions. En fait, il y a pas mal de moments où on se retrouve dans des situations où on va heurter un élément du décor qui est il y a énormément de moments. Minuscule. Il y a plein de moments comme ça, et où ça énerve, parce qu'on se dit, mais je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Et l'un des meilleurs exemples d'aberration de ce type-là, qui cumule problème de profondeur et éléments du décor, il y avait une voiture qui était au milieu du chemin, et clairement, il fallait ouvrir la porte de la voiture alors qu'on était poursuivi par une espèce de robot. Et en fait, moi, j'ai pas capté du tout qu'il fallait l'ouvrir, ne serait-ce que parce que quand il s'accroche à la voiture, en fait, il fallait faire un mouvement de stick hyper lourdeau vers la droite, mais sauf que moi, mon défilement, il va vers la gauche, donc pourquoi je ferais un stick vers la droite, en fait, à ce moment-là? Ouais. Et je dis, on en avait parlé avec Guillaume aussi en off, mais des fois, j'avais l'impression d'être complètement demeuré, parce que j'arrivais pas à... Mais parce qu'un des Je problèmes, comprenais pas bien une manivelle, ou... parce qu'un des problèmes du jeu, c'est qu'en fait, il faut vraiment dire qu'au moment de la sortie, et je pense que ça c'est encore présent parce que j'ai pas lu que ça allait être réparé ou quoi que ce soit, c'est vraiment inhérent au développement du jeu. Il y a tellement de problèmes de collision et notre personnage s'agrippe tellement à tout, ce qui crée des problèmes dans les courses-poursuites, mais ça crée aussi des problèmes pour les interactions. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé 2 fois dans le jeu d'être vraiment bloqué. Enfin, vraiment bloqué, genre 10 minutes. Mais alors que j'avais fait ce qu'il fallait avant, mais vu que mon personnage s'était accroché, qu'il y avait eu des collisions, il avait pas lancé l'interaction pour, par exemple, utiliser un levier ou quelque chose. Juste, il l'avait pas fait, mon personnage, il disait... Et du coup, je me disais, ok, il y a rien à faire ici. Je tournais 10 minutes et je réessayais quelque chose que j'avais déjà fait. Et là, c'était ça. Et en fait, dès le début, j'avais trouvé, mais le problème était tellement, le jeu était tellement entaché techniquement qu'il m'avait fait mal interpréter ce qu'il me disait, ce qui est un problème, un énorme problème dans un jeu qui se veut être rythmé, être fluide et lorgner vraiment sur une expérience cinématographique. Il a de gros problèmes de dialogue avec le joueur. En fait, il y a des moments, il t'envoie dans le décor. Enfin, je veux dire, il y a un moment dans la forêt, je suis allé vers la profondeur, parce que je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, ça servait à rien. À un autre moment du jeu, après avoir sauté dans l'eau, l'eau, elle va monter petit à petit en détruisant des choses et tout. Et en fait, je suis allé vers la droite. Et c'était pas du tout là où il fallait aller. Il y avait une pièce qui était vide, qui servait absolument à rien. Et je me suis dit qu'il fallait répondre à une énigme en fait là-dedans. Et pas du tout. Il y avait juste rien en fait. Et du coup, ça m'a énervé. Parce qu'en fait, le jeu il repose sur une mécanique assez simple. C'est toujours là, c'est très simple. Et assez lassante. C'est même on simpliste. a un bouton sur lequel on appuie. Et qui va transformer certains éléments du décor, comme de l'eau en solide ou le solide en eau. C'est que ça. Et en fait, c'est vraiment lourdeau. Souvent quand on utilise ces énigmes, parce que un peu comme dans Haven, qui était un jeu français aussi où on devait nettoyer une planète, ou Blob, là aussi je sais plus comment il s'appelait, de THQ, on doit nettoyer en fait des éléments du décor, et pareil des fois ça t'envoie pas sur la bonne piste. En fait tu commences à nettoyer un truc, exemple type, encore une fois j'allais vers le haut à un moment, donc je nettoie des trucs. Et en fait, ça servait à rien, il fallait aller à gauche. Et moi, j'avais pas compris du tout, parce qu'il y avait un tout petit rebord sur lequel j'imaginais que si je devais passer par là, il aurait pu passer par là et monter. Et pas du tout, en fait. Il fallait artificiellement transformer l'eau
en pierre, alors qu'il n'y avait aucune raison en fait qu'ils puissent pas passer par là. Ouais, Et c'est comme en plus, lourdeau, le c'est perso pas est loin de clair, l'écran, hein. c'est lent, Le en perso plus. est très très loin, donc du coup on peut aussi se tromper, quoi. Il y a pas Mhm. mal de moments où on est vachement loin, donc on voit pas forcément un détail, là où dans Inside on le voyait parce qu'il était en coloré, quoi, d'accord, donc on captait tout de suite. Et puis on comprend pas exactement où veut en venir notre personnage. Je veux dire, dans Inside, il y avait cette idée qu'on fuit parce qu'on part vers la droite. Là, on pourrait dire, oh, on va vers la gauche de l'écran. Du coup, c'est plus, on essaie de retrouver quelque chose. Mais nos personnages, en fait, nos personnages, on comprend pas toujours. Déjà, au début, il est avec son chien. Je vais juste donner deux exemples. Par C'est le exemple, au pire maître de début, l'année, il y a un d'ailleurs. moment, la famille, elle fuit vers la voiture parce qu'ils ont entendu, il y a plein d'explosions à l'extérieur. Et ton épouse te fait signe de prendre un sac avec des vêtements. Tu prends le sac avec les vêtements après avoir galéré à l'attraper, ce qui est vraiment dommage parce qu'au moment-là, c'est censé être la panique et là, tout de suite, la technique gâche ce moment parce que t'arrives même pas à attraper le sac. Ce qui est un problème. Ça gâche vraiment l'immersion. Et donc, on finit par attraper le sac et là, on court vers la voiture et avant d'arriver à la voiture, tout va bien. Hein. La voiture va très bien. Le personnage lâche le sac. Je sais même pas pourquoi. Du coup, je me dis, ok, il faut que je reprenne le sac. Mais là, il veut plus le reprendre. Du coup, je me dis, ok, je vais aller vers la voiture sans le sac, sachant qu'avant, mon épouse a vraiment insisté pour que je prenne le sac avec les affaires des enfants, la nourriture du chien. Là, je vais vers la voiture. Pouf, la voiture explose. Du coup, je retourne dans la maison en laissant tout. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Le chien, parfois, il disparaît complètement. C'est le pire maître du monde. Hein. Il aurait jamais dû avoir de C'est le chien. pire maître du monde et c'est le chien le plus débile que j'ai vu. Il fait vraiment des trucs bizarres. Je veux dire, à un moment, justement après cette scène, comme je dis, le personnage est tout petit, donc on est dans des champs, c'est joli franchement, il y a un vaste décor et on peut interagir avec un élément vraiment au loin en fait en jouant avec les panneaux d'électricité puisqu'il peut interagir avec l'électricité. Et mon chien en fait il part à perpète tout droit en fait là comme ça vers le fond, vers la profondeur et comme on peut aller en profondeur, je me dis bah il faut sans doute aller vers mon chien. Enfin je veux dire depuis le départ c'est en plus un classique le chien qui qu'on suit et tout. Et pas du tout, en fait. Enfin, non, pas du tout. Il part, il disparaît, mais Puis certaines ça énigmes marche sont pas. absurdes. Il y a des moments, ça a aucun sens ce qui fait le personnage. Ça, il y a un moment en particulier, bon, je vais pas dire, mais juste, il y a un moment, vous y penserez si vous le faites. Enfin, moi, je pense pas que je vais recommander le jeu à la fin. Je vais plutôt vous dire refaites Inside. Mais, Ouais, tout à fait. il y a un moment, vous verrez, il y a une scène de concert et l'énigme qui, pour que le personnage avance, mais elle n'a aucun sens. Chiant. Et puis, elle a aucun sens. Elle a Il aucun n'y a pas de sens. sens ludique. Et d'ailleurs, la preuve que le jeu, il a aussi un... Parce qu'il se revendique d'Inside, d'accord, mais la preuve que le jeu, il n'arrive pas du tout à aller aussi bien, à faire aussi bien, c'est que des fois, en fait, il va indiquer des touches à l'écran aussi. Et par exemple, même à la fin du jeu, il n'y a pas de spoil, mais je veux dire, il faut appuyer sur la gâchette gauche, la gâchette droite, la gâchette J'avais gauche, la oublié gâchette ça. droite. C'était nul. C'est hyper long, Ouais. et je me dis, mais t'es obligé de me le dire, donc ça veut dire que c'est pas Ouais. clair. Et oui, c'est vrai que c'était Et c'était pas clair, Je me parce suis- que il y a aussi un moment, alors ça c'est juste quand même pour dire ça, j'avais complètement oublié ce truc des touches. Il y a des moments où littéralement tout ce qu'il faut faire pour faire avancer une scène, c'est par exemple faire gâchette gauche, gâchette gauche, gâchette droite, et faire ça de plus en plus vite. Mais en fait le jeu, et ça c'est vraiment, en fait ça symbolise, arbitraire. c'est arbitraire et ça symbolise vraiment, comme le jeu est mal pensé sur certaines choses, il dit de faire de plus en plus vite gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais il te fait jamais comprendre à l'écran quand est-ce qu'il est temps d'arrêter de faire gauche-droite. Moi, en fait, il y a un moment, moi, il y a un moment où j'ai continué à faire gauche-droite, mais pendant 2 minutes. En plus, le son était stressant et fort. Je me disais, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène en plus qui est presque gênante, où ils reprennent un peu rencontre du troisième type, où c'est la même chose, ils te disent pas quand arrêter. Je veux dire, c'était vraiment, ouais, oh non, honnêtement, pour moi, c'était une déception, ce jeu. C'était vraiment une déception. Ouais, c'est pareil, hein, c'est une grosse déception parce que j'en attendais énormément. Là, c'est le problème des attentes, mais bon, on s'est pas un peu fait avoir. Mais quand il y a écrit Dinopathie aussi, on s'imagine. Puis après, en regardant, je me suis dit, ah oui, Puis tiens, quand non, il y c'est a, vraiment puis une des forces Dinopathie. d'Inside, c'est que nos actions avaient une symbolique à l'écran. En plus de parfois casser le quatrième mur, chaque action qu'on faisait, au niveau ne serait-ce que des symboles, de ce que signifiaient les actions, de ce qu'on bougeait à l'écran, tout était imbriqué dans une espèce de puzzle, que tout avait une signification forte. Et là, ils arrivent Ouais, pas du puis tout à faire ça, il y a aucune signification à ce qu'on fait. ils n'y arrivent pas. Et je me C'est- suis dit à un moment, au tout début du jeu, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être aller sur un propos audacieux parce qu'en fait, on arrive dans un camp de réfugiés avec des tentes au loin qui sont animées par le vent. C'est franchement très joli. Mm. Et puis il va y avoir un vaisseau façon guerre des mondes finalement qui va venir illuminer puis un peu irradier toutes les parties. Donc on doit fuir cet élément-là. Et je me suis dit tiens ils vont peut-être un peu nous mettre, ils vont peut-être un peu traiter d'un thème qui est celui
des réfugiés, enfin, je veux dire des migrants. Et en fait, ça aurait été intéressant l'idée de réfugiés parce que normalement, enfin, c'est un thème que je trouve hyper cohérent en Actuel fait aussi. avec une attaque extraterrestre. Parce que quand tu es dans une attaque extraterrestre, mine de rien, ta maison n'existe plus, ton chez toi, tu as la planète complète, tu es étranger chez toi en fait. C'est ça le paradoxe en fait des invasions extraterrestres. Et je pensais qu'ils feraient un peu mieux cette idée de réfugiés, et pas du tout en fait, ils sont contre-fiches en fait d'une certaine manière. Et j'ai pas réussi à trouver des symboles ou une cohérence, enfin un véritable message jusqu'à la fin du jeu, où aussi, sans spoil, on va interagir avec des éléments à distance de vie, et c'est longué parce qu'on comprend pas tout de suite immédiatement ce qu'on doit faire. Donc entre les cassures de rythme qui sont dues au gameplay, les énigmes qui sont biscornues, pour être poli, finalement l'absence de propos, Bah, personnellement je le recommanderais moi pas. non plus, et puis c'est un jeu qui quand même, il réalise l'exploit de sembler long alors qu'il dure genre 3 heures. Parce que Ouais, moi, il y a des moments vraiment, j'en pouvais plus. Le personnage aussi, il faut dire, il est lent. Parfois, il sprint, ouais. mais Il est parfois, non, asthmatique, hein, le mais garçon. Hein. surtout que c'est vraiment, ça a aucun sens. C'est encore s'il nous disait au début, il a un vrai problème de santé, parce qu'à un moment, il va vite fait chercher des médicaments ou quelque chose. Mais il y a des moments où il court, où il n'y a pas de raison vraiment de courir. Tu sais, il va vite. Et les moments les plus dangereux, mais il est lent. Alors que c'est les moments les plus Oui. dangereux. T'as raison d'en parler, c'est fou. que ça, il fait une erreur de game design qui est évidente, Ouais. et c'est vraiment étonnant de la part d'un jeu qui a été réalisé, enfin qui a été produit par Dinopathie. C'est comme s'il avait rien compris à Inside. Je veux dire, dans Inside, il pouvait y avoir des moments où on courait plus vite, mais c'était juste logique. C'était parce que en fait, on était poursuivi et donc on te faisait courir plus vite. Mm. Et là, très artificiellement, il décide de Super t'obliger à artificiel. marcher par moment, alors que ça n'a aucun sens. Et qu'il y a d'autres moments où tu te dis, mais j'aurais pu y échapper, parce qu'il y a d'autres moments où je courais beaucoup plus vite que ça. Et donc c'est vraiment lourdingue de ne pas comprendre à ce point des fois les énigmes, et de se dire, est-ce que je suis débile ou est-ce que c'est le jeu qui dialogue mal avec moi? Oui, la profondeur Voilà. casse tout. C'est ça, la profondeur casse tout. Parfois, il y a des grandes scènes où on peut aller un peu en profondeur, à gauche, à droite. Tu vas à gauche, tu remarques que c'est pas là, tu retournes à droite, et en fait, tu vois qu'il y avait une porte en profondeur où il fallait aller. Et là, au moment-là, ça t'a complètement cassé l'immersion. Bref, Ça a aucun vous avez intérêt. En compris. plus, je mais- comprends pas l'idée de cette profondeur parce qu'en plus, elle apporte rien. Elle Ouais. fait que retirer en fait du fun et puis de Mm. la compréhension de l'univers. Donc c'est dommage. Donc c'est pas un jeu Playdead. C'est peut-être d'ailleurs le signe, le chant du cygne, hein, je veux dire, parce que peut-être qu'on n'aura plus jamais un jeu du même acabit, puisqu'avant ils étaient ensemble quand même les deux. Donc Inside, c'était l'œuvre de deux personnes qui ont vraiment donné cette idée-là. Enfin, on va continuer du coup avec un autre jeu qui n'a rien à voir. Fini les extraterrestres, fini les cow-boys qui... C'est la nouvelle mode, Qui les tue des extraterrestres. vampires. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Je trouve ça fantastique d'ailleurs. C'est cool. Ah, ça a été les zombies pendant 15 ans. Là, je pense maintenant avec le télescope James Webb, etc. Je pense là, ça y est, c'est les extraterrestres pour 10 ans. Je suis très content. Ouais, je sais pas, ça commence Ah, je à pense, arriver. ouais. C'est bien parce que les zombies, il y en avait marre et les extraterrestres, il y a de quoi faire. Donc Ouais. c'est tant mieux. Hein. Si ça peut faire des jeux originaux, ce serait bien. Alors on va enchaîner tout de suite avec un autre jeu qui n'a rien à voir avec les aliens. Il s'agit de The Dark Picture Anthology, The Devil in Me, jeu qu'on avait eu l'occasion de voir à la Gamescom. Ça retrace, pour ceux qui ne connaissent pas, ça entre dans l'idée des jeux narratifs comme les Telltale. Et donc là on est dans un Soul-like, hein, puisqu'on va être dans un hôtel avec un psychopathe qui va nous faire des choix pour tuer nos camarades de jeu, on va dire, ou les sauver. Et moi, j'avais été très déçu à la Gamescom de ce que j'avais vu. Là où j'étais plus emballé par le synopsis du jeu, c'est plutôt les avancées de gameplay qui m'ont très largement refroidi. C'était même la douche froide. Puisqu'en fait, ils ont voulu que ce soit pas qu'un simple poustique, et du coup, on se déplace dans des environnements où on va essayer de nous faire plus de choses. Et moi, j'avais trouvé ça hyper lourdeau, et surtout que ça cassait le rythme. En plus de personnages qui avaient l'air vraiment d'être au niveau le plus bas de l'écriture. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter un peu le jeu, ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est moi qui déraille ou est-ce que tu as eu aussi ce sentiment de désincarnation? Alors pour commencer, déjà juste pour donner un peu le sujet du jeu, c'est un jeu en fait qui parle du premier tueur en série américain qui dans les années, il me semble que c'était, je sais plus, mais bref, c'était il y a un siècle, dans les années 30, il me semble, à Chicago, avait construit un hôtel, littéralement,
qui était un hôtel piégé avec une cinquantaine de chambres, certaines reliées entre elles et par des mécanismes, etc. C'est vraiment arrivé et qui a tué apparemment de nombreuses personnes là-bas. Donc en fait, ça reprend ce tueur en série emblématique, donc comme étant le premier tueur en série américain, mais ça va en fait actualiser le contexte, c'est-à-dire que le jeu commence dans le passé avec un couple qui réserve une chambre d'hôtel, des jeunes mariés. Ça va mal terminer leur nuit de noces parce qu'ils sont donc dans cet hôtel piégé. Et là, on prend le contrôle plus tard d'une équipe de télévision qui va faire un reportage sur un milliardaire ou un millionnaire qui a reconstruit l'hôtel apparemment quasiment de la même façon. Donc, Quel farceur. quelle farceur. Et donc voilà, on va rencontrer cette personne et évidemment les choses vont mal finir. Nos persos vont se faire abandonner sur l'île et ils vont se retrouver eux-mêmes donc dans cette copie d'hôtel piégé et devoir essayer d'en réchapper. Donc le jeu, c'est-à-dire que comme le disait Arthur, c'est toujours les mêmes défauts. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se veut très narratif, mais qui essaye aussi donc d'insérer des petites phases de gameplay. Et le gameplay, quand on dit que c'est du gameplay, c'est vraiment le stade le plus embryonnaire du gameplay. C'est-à-dire que d'habitude, on pouvait juste un petit peu marcher, avancer, tenir des objets. Bon, ça allait, c'était déjà lourdeau, mais ça passait. Mais maintenant, en fait, ils ont rajouté cette spécificité qui, cela dit, je vois l'intention qu'ils avaient derrière, qui est d'enrichir un petit peu ces périodes de gameplay, dans le sens que chacun des personnages qu'on va contrôler va avoir un objet spécial à tenir. Par exemple, je sais pas, il y en a un, il va avoir une espèce de bâton télescopique, celui qu'on peut utiliser notamment pour filmer sous différents angles, etc. Donc avec, il va pouvoir le déplier, attraper des choses sur une étagère. Il va y en avoir qui ont un appareil photo, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui est vraiment pas intéressant, c'est que déjà, on s'en sert pas du tout naturellement. C'est-à-dire que c'est tellement scripté qu'on s'en sert que de temps en temps. Et quand, en plus, quand on doit s'en servir, le jeu fait d'un coup apparaître l'inventaire en disant, hey, tu devrais t'en servir. Et là, tu t'en sers. Donc juste, pourquoi? Parce qu'on n'a aucune réflexion à voir sur quel objet à choisir. C'est juste, il faut l'utiliser de toute façon. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et il y a toujours ces moments aussi où parfois on est en extérieur et ils nous font carrément sauter au-dessus de trous, escalader des branches, mais pas dans des contextes de stress. Vraiment juste dans des contextes d'exploration où il faut par exemple remettre le courant sur un générateur, trouver le générateur, mais pour atteindre ce générateur, il faudra sauter au-dessus de petits fossés, etc. Donc ça, tout ça, c'est très lourdeau et ça nuit au rythme. En revanche, une des forces quand même du jeu, c'est que la représentation de l'hôtel, honnêtement, est superbe. Hein. Le jeu, il a toujours ses moments, là encore, les mêmes défauts. Uncanny Valley, c'est-à-dire des personnages qui, parfois, quand ils sont dans les ténèbres et qui sont éclairés, par exemple, par la lumière de leur briquet, honnêtement, parfois, le jeu est vraiment magnifique. Hein. L'hôtel est vraiment reconstitué. Mais d'un coup, si la lumière change, le pire, c'est quand on est à l'extérieur. Si la lumière change, qu'on n'est plus dans l'obscurité, etc., va y avoir des moments vraiment gênants où voilà, on est face vraiment à un modèle 3D, genre un sim, mais pendant une fraction de seconde, et après il redevient super beau, après il redevie un sim, et à nouveau, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu gênant. Moi après, j'aime bien parce que, honnêtement, c'est mon plaisir coupable, cette série. Je pense que le fait que vous aimiez cette série, ça va vraiment dépendre. Est-ce que vous avez un amour fondamental pour les slashers ou pas? C'est-à-dire que les slashers, moi je suis quelqu'un qui peut prendre un plaisir énorme à regarder le 8e vendredi 13 parce que les acteurs jouent mal, parfois t'en vois un qui regarde la caméra, t'en vois un qui rigole, ça a ce côté un peu série Z cassé. Et moi je passe outre parce que honnêtement, le jeu, malgré ses défauts, tu sens que les personnes qui les ont fait, ils aiment vraiment les slashers et ça perce par rapport à certains documents, par rapport à certaines ambiances, certains angles de caméra, hein, il y en a certains, ils sont honnêtement assez prodigieux. Et est-ce que toi, tu t'es attaché au personnage ou est-ce que tu avais juste envie qu'il meure? alors autant il y avait des épisodes de The Dark Pictures où les personnages étaient vraiment horribles, là honnêtement il y en a un qui était pas mal, les autres sont vraiment pas terribles, mais il y en a un qui honnêtement j'ai bien aimé, oui. Et une des forces du jeu aussi, je dirais, c'est quand même des petits détails, hein, mais donc déjà, je trouvais que les scènes de poursuite, QTE, etc., j'ai mis les QTE en mode difficile. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une fraction de seconde pour les entrer. Autant dire que j'ai perdu des personnages bêtement. Parfois, j'ai pas réussi à sauver tout le monde. Mais le jeu a une bonne rejouabilité dans le sens qu'il y a vraiment des choix qui peuvent changer particulièrement. J'ai regardé après sur Internet, tu peux vraiment changer des choses après. Ça, c'est dingue. Par contre, faut reconnaître en termes de variété de choix, ce qu'ils ont développé Ouais, il y a beaucoup de choix la quand saga même. The Dark Picture,
Ah, c'est quand même vachement fun. Tu quoi. peux vraiment le C'est pour ça que je suis un refaire peu- 2 fois et ça va changer ta partie. Et je trouve aussi, ça j'y ai pensé en regardant les bonus du jeu, parce que alors ça, j'avais oublié d'en parler les dernières fois qu'on parlait de Dark Pictures. Et là j'en parle parce que je trouve qu'il faut vraiment rendre justice au jeu sur un truc, c'est la générosité de leurs bonus. Genre à chaque fois, il y a genre 1 heure et demie de bonus où juste ils expliquent comment ils ont fait le jeu, comment ils ont fait le motion capture. Ah ouais. Là, il y a carrément tout un documentaire qui doit bien durer 30 minutes sur le premier tueur en série américain avec des vraies images d'archives, des Ah, documents, ouais. Ils interviewent des personnes. Et c'est ça, j'ai trouvé ça super. Ça te met vraiment dans l'ambiance. Genre, t'arrêtes ta partie, tu vas regarder un peu le bonus, tu te renseignes sur le vrai tueur en série, et puis là, ça te fout des frissons parce que, et puis après, tu peux comprendre ce qu'ils ont essayé de reconstituer. Et honnêtement, l'hôtel, ils l'ont bien reconstitué. Par exemple, dans les bonus, à un moment, ils expliquent que chaque personnage, alors le fait qu'ils aient chacun un objet, c'est complètement nul. En revanche, ils ont chacun une façon de s'éclairer différente. Il y en a un, il va utiliser son appareil photo, un briquet, un autre une lampe d'un smartphone, et la quatrième une espèce de lanterne ou je sais plus quoi. Et en fait, à chaque fois, ça va changer du coup l'ambiance des couloirs selon la situation de tension qu'ils veulent mettre, parce que ça va changer la distance à laquelle des dangers peuvent approcher, même si dans le jeu il y a rien de vraiment dynamique vu qu'à chaque fois une cutscene va se lancer. Mais le jeu, les cutscenes sont très bien intégrées dans le sens qu'il y a jamais, je sais pas, un petit ralentissement qui te fait dire va y avoir une cutscene. C'est genre vraiment tu te balades et d'un coup quelque chose surgit, c'est la cutscene, QTE. C'est plutôt bien intégré à ce niveau. Donc voilà, je vais pas m'étaler très longtemps parce que honnêtement c'est exactement le même modèle que les autres, c'est les mêmes défauts, ils ont essayé d'enrichir mais ça fonctionne pas bien. En revanche, pour moi, c'est vraiment un plaisir coupable et j'attends avec impatience, honnêtement, la saison 2 qui, elle, va sûrement essayer d'apporter d'autres choses de gameplay, peut-être pour le pire, peut-être pour le meilleur, on ne sait pas, et qui va se passer dans l'espace. Et quand les choses passent dans l'espace, là encore, on en revient à vendredi 13, c'est génial. Bon, bah écoute, merci pour ton retour. Ça a l'air quand même un peu moins catastrophe que ce que je pensais. Tant mieux. Alors, on va tout de suite enchaîner avec un autre jeu, donc un point and click. On va tout de suite passer le trailer. Il s'agit de The Case of the Golden Idol, développé par, alors attention, on voit que j'ai bien appris, Color Grey Games et édité par PlayStack. C'est ça, hein, Guillaume, n'est-ce pas? Allez, le trailer tout de suite. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point and click, toi qui es fan du genre? Qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle et comment tu es tombé sur ce jeu? Alors déjà, je tiens à dire que les point and click, c'est la vie et que c'est très important de jouer à des point and click tout au long de sa vie parce que c'est un des meilleurs genres qui existent, c'est un des genres les plus profonds, c'est un des genres qui offre la meilleure écriture, c'est un des genres qui te fait sourire continuellement, rire, réfléchir. C'est pour moi, c'est vraiment un des genres les plus les plus riches qu'a à offrir le jeu vidéo avec peu de moyens. Pour moi, le point and click, c'est vraiment une façon pour les créateurs, pour un nombre élargi de personnes qui ont du talent à revendre, mais pas forcément d'inopathie derrière pour donner l'argent, d'exprimer leurs idées. C'est vraiment un de mes genres fétiches. Et donc autant dire que quand j'ai vu que The Case of the Golden Idol était sorti et qui mêlait point and click et jeu d'enquête en faisant hommage, enfin c'est pas un hommage, mais en reprenant un peu le même genre de réflexion, de type d'enquête que Obra Dinn, j'ai foncé dessus et heureusement que je l'ai fait parce que je l'ai terminé hier et c'est le meilleur jeu d'enquête que j'ai fait de toute ma vie avec Obra Dinn. Obra Dinn que j'ai découvert des années après tout le monde, c'est mon fond d'écran là. Je l'ai fait le mois dernier et c'est pas dur, je rêvais d'Obra Dinn, j'ai vécu pour Obra Dinn pendant 10 jours. Obra Dinn reste le numéro 1. Je suis juste obligé de parler un petit peu d'Obra Dinn pour ensuite parler de The Case of the Golden Idol parce que l'un veut donner une espèce de continuité au type de réflexion amené par Obra Dinn, donc le jeu de Lucas Pope, qui est aussi celui qui a fait Papers, Please, que j'ai pas encore fait et que j'ai hâte de faire du coup maintenant. Donc dans Obra Dinn, par exemple, on entrait dans un bateau et tout le monde dans l'équipage, donc 50 personnes quand même, il me semble, étaient mortes. Et en fait, on avait une espèce de boussole qui faisait que quand on s'approchait d'un cadavre, on remontait dans le temps et on arrivait pile au moment où le personnage était mort, sur une image figée, comme une photographie. Mais une photographie au sein de laquelle on pouvait se déplacer en 3D. Et en fait,
à chaque fois, il y en avait un petit texte de dialogue au début, dans lequel déjà il faut prendre des indices, faut écouter les accents des personnes, savoir qui parle, etc., etc. Ensuite, on se déplaçait dans la scène et là, il fallait mêler à la fois un sens de l'observation, un sens de la déduction, parce que oui, ce sont des jeux qui font appel aussi au sens de la déduction. Tout n'est pas dit. Il te fait aussi émettre tes propres hypothèses. Tout n'est pas forcément dit dans le jeu. C'est à toi de combler les trous parfois, selon avec d'autres informations que tu as, ce qui est, pour moi, je trouve fantastique. Il n'y a pas qu'une façon de penser et d'arriver au dénouement de ton enquête, parce que chacun va prendre tout dans un sens différent, parce que tous les cadavres sont là dans le bateau quand on commence. Donc le moment où tu vas commencer ton fil de réflexion de l'enquête ne va pas être le même pour chaque joueur. Donc Obra Dinn, ça a été une révélation. Vraiment pour moi, ça a été une révélation. Je pense que c'est un jeu auquel il faut que tout le monde dans sa vie essaye. Ça demande de l'investissement. Peut-être que je l'ai fait avec mon épouse, donc on était deux. C'est un jeu qui se joue très bien à plusieurs, parce que il n'y a pas besoin de réflexe ou quoi que ce soit, c'est vraiment que de la réflexion. Et après, en fait, le but de Obra Dinn, donc, c'est on a les 50 personnes de l'équipage, et il faut qu'on dise chaque membre de l'équipage, lui redonner son identité à chaque cadavre, dire comment il est mort, et qui l'a tué, ou à quel moment il est mort, pourquoi. Et il y en a aussi qui ont fui le bateau, il faut regarder des cartes, bref, tout ça. Donc c'est un jeu que je recommande, qui se joue très bien en coopération, parce qu'on peut faire nos hypothèses à deux, qui fait beaucoup réfléchir, discuter. C'est un jeu qui vraiment est stimulant. Et c'est la même chose pour The Case of the Golden Idol, qui cette fois ne prend pas un modèle d'exploration 3D. Donc là, on est sur du point and click 2D, très très bien amené, c'est-à-dire une enquête typique de The Case of the Golden Idol. C'est-à-dire on commence sur un écran fixe. Le jeu nous indique où on peut cliquer, on peut choisir de l'enlever, mais honnêtement, le pixel hunting n'a plus aucun intérêt depuis 10 ans. Et là, dans un jeu d'enquête, ce serait horrible de louper un indice juste parce qu'on l'a pas vu et qu'on clique. Donc évidemment, on peut tout de suite voir où cliquer ou prendre les infos. Et le jeu est divisé donc entre deux tableaux, un d'exploration et un de réflexion. C'est-à-dire que le tableau d'exploration, c'est celui dans lequel on se déplace, à la façon d'un point and click habituel. Donc là, on va cliquer sur toutes les informations qu'on a, on va cliquer sur un personnage, voir ce qu'il a dans les poches. Ensuite, on peut examiner le contenu de ses poches, par exemple du tabac, une lettre, etc. Si par exemple on lit une lettre, il y aura quelques mots qui seront surlignés, et on peut cliquer sur ces mots, et là d'un coup, ces mots-clés vont arriver dans une espèce de mini base de données dans notre jeu, et c'est là que entre en jeu l'écran de réflexion, qui en fait va nous mettre des textes à trous, et ça va être à nous de remplir les trous avec les informations qu'on aura prises dans les documents trouvés dans l'écran d'exploration. Et donc voilà, c'est à la fin, c'est remplir un immense texte à trous qui est très ouvert. C'est juste quand je dis texte à trous, c'est pas un texte à trous qui... Oui, j'imagine les petits jeux pour les CP, tu sais. Voilà, non, pas du tout. C'est impossible de deviner le texte à trous en forçant le jeu. C'est impossible. Ou peut-être parfois qu'il te manque juste un lieu, par exemple, et que t'es certain qu'il y a plus qu'un lieu à essayer pour deviner. Tu peux essayer de forcer les lieux. Mais généralement, t'as même pas envie de faire ça parce que t'as vraiment envie de comprendre pourquoi. Donc le jeu, en plus, est généreux. Il y a 11 enquêtes qui deviennent toutes de plus en plus complexes. Et là encore, c'est un jeu qui est très, très, très stimulant et gratifiant intellectuellement parce qu'on se retrouve à faire plein d'hypothèses. En plus, il se paye le luxe d'être très drôle parce que là où Obra Dinn, c'était vraiment dramatique. En plus, Obra Dinn, la bande-son était, mais mon Dieu, elle était épique. Qu'est-ce qu'elle était incroyable. Oui, je l'ai écouté, c'est vrai qu'elle est très très belle. Obra Dinn, c'est arrivé d'un coup sur un cadavre, et vu que t'arrives à la seconde de sa mort, ça peut être quelqu'un qui d'un coup se fait broyer par un tentacule de calamar géant, quelqu'un qui explose parce qu'une dynamite est lancée, quelqu'un qui se fait trahir par quelqu'un d'autre par derrière qui le poignarde, et ça commence avec des tambours, des trompettes, et on se déplace autour de cette scène de meurtre, on voit les réactions des gens qui ont entendu un bruit. Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire que parfois, sauf que c'est en 2D, on arrive dans une pièce, et il y a quelqu'un d'évanoui, on regarde sa tête, on voit qu'il s'est fait exploser la tête, il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui a pas entendu parce qu'il passe le balai au-dessus. C'est pas toujours un plan, c'est de plus en plus dur. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il y a un seul écran d'exploration. Après, parfois, il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, avec à chaque fois des informations. À prendre en compte aussi le côté temporel, quand se sont passées les choses, qui se sont passées, il y en a, qui a fait quoi. Il y en a aussi, ils ont des fausses identités. Il faut tout comprendre. Et c'est pas juste compléter un texte à trous, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a plusieurs textes à trous à compléter et chaque portion de l'écran de réflexion, c'est c'est une enquête dans l'enquête pour comprendre. Et voilà, donc pour moi, c'est un jeu, mais alors je vous le recommande, mais alors 1000 fois, c'est le jeu que je recommande le plus de tout ce podcast et depuis sûrement beaucoup de podcasts. Si vous pouvez changer votre vie de joueur et faire Obra Dinn et après celui-ci, c'est des jeux qui font peur au début. Parce que, encore que
The Case of the Golden Idol, j'ai pas utilisé la fonction, mais tu peux demander un indice si t'es bloqué au bout d'un moment. Genre, il te force à essayer longtemps, et genre, il y a un timer qui fait qu'au bout d'un moment, tu peux débloquer des indices petit à petit. J'ai même pas essayé, c'est parce que juste, j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on me donne des indices dans un jeu d'enquête, mais c'est juste pour dire quand même que c'est une bonne chose qu'il puisse t'aider à faire ça si t'as envie. Mais c'est des jeux qui au début sont vraiment... avec intelligence. Ouais, et puis au début c'est des jeux qui sont... C'est impressionnant, hein. Et puis tu peux te tromper, ça peut être frustrant, mais alors Enfin, moi j'ai jamais senti de frustration parce que c'est vraiment très logique. On n'est pas dans un point and click à la LucasArts où ça a aucun sens ce qui se passe. Tout est logique. C'est juste, il faut vraiment faire l'effort d'y réfléchir et c'est extrêmement gratifiant. Et pour moi, c'est un studio que maintenant je vais suivre de très très près. Et voilà, j'encourage tout le monde à jouer à ces deux jeux vivement. Ok, bah écoute, merci pour ton retour. C'est vrai que moi qui suis pas trop habitué au point and click, ça donne quand même envie. Bon, Obradin, sur ma liste, j'avais bien poncé l'OST déjà, qui effectivement est très très belle. Alors on va continuer avec un autre jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas un point and click. C'est un titre que j'ai découvert sur Twitter. Alors des fois, j'aime bien m'abonner en cascade en fait à des développeurs, dont des développeurs indés. Et puis comme ça, on découvre des choses petit à petit, parce qu'évidemment, ils jouent avec la navette du retweet quand ils se connaissent et qu'il y a des projets qu'ils apprécient. Et donc là, c'est Terror of Emasaurus. Ok, donc la terreur d'un Émasaure. Je ne sais pas ce que c'est si ce dinosaure existe véritablement. Et c'est assez simple comme concept. J'adore le début du jeu parce que le jeu est quand même avec une grosse dose d'humour. On commence une énième COP 21, littéralement, hein, je veux dire, dans le jeu. Et on parle du climat en disant oui, on n'arrive pas, c'est trop tard et tout, et compagnie, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis regardez, il y a un iceberg qui fond derrière et tout, mais regardez, il y a tout qui fond et tout, on n'a pas réussi. Et puis du coup, là, il y a un dinosaure qui va sortir d'un iceberg sur une île. Et il y a une secte qui est autour de lui, qui l'attendait apparemment, pour résoudre nos problèmes écologiques. Et donc du coup, on va nous envoyer dans le passé pour éradiquer l'humanité, pour en fait sauver la planète. Alors le jeu, il est vraiment marrant parce que dès le début, là, dans le tutoriel, qui est l'un des plus drôles que j'ai fait depuis longtemps, moi qui n'aime pas trop les tutoriels d'habitude, il nous apprend en fait à utiliser notre dinosaure. Et donc ils nous disent oui, il y a Kevin, il est dévoué pour la secte, il sera très content que tu le dévores et tout. Puis t'as Kevin qui est là, qui dit non, mais moi je veux pas et tout. Puis tu dois le dévorer. Et puis tu dois sauter du haut d'une tour sur tout un groupe de fidèles. En fait, il m'a vraiment fait rigoler. Parce qu'ils avaient carrément construit un hôtel et ils nous disent ah oui, bah, regarde, on a mis des fidèles dedans, ils seront très contents de participer à la cause pour sauver l'humanité. Et tu détruis l'immeuble, puis ils se jettent, en plus c'est marrant, ils se jettent, ils tombent comme des flaques comme ça. Et après tu peux les manger ou tu peux les prendre et tu peux les jeter dans des hélicoptères aussi, c'est très très drôle. Enfin moi ça m'a beaucoup. Mais alors c'est quoi? C'est un jeu blague? Ça se finit en combien de temps? C'est quelques heures. Ah, c'est quelques heures, mais non, c'est pas qu'un jeu blague. En fait donc c'est un défilement. Donc c'est un jeu en 2D, c'est un défilement, un scrolling horizontal, et tu vas avoir un certain temps pour tuer le maximum de civils et détruire le maximum de bâtiments. Tu as un pourcentage en fait à atteindre. Et en fait, faut taper dans les bâtiments, tu peux grimper dessus comme ça, et puis tu peux taper dans leurs points faibles que tu dois découvrir toi-même. Et après, tu as les tours qui tombent, et puis en cascade, ça fait un effet World Trade Center, c'est très ludique. Hein. Et ça détruit tous les autres bâtiments qui s'enflamment, et puis ça fait une bouillie de pixels comme ça, puis il est assez sanguinolent aussi. Et c'est assez drôle aussi, parce qu'après tu commences à avoir des voitures qui arrivent, donc tu peux shooter dans les voitures, et puis ça rentre dans les immeubles. Et en fait, tu casses tout, quoi. Voilà. Si t'en as marre de voir des discours écolos en carton sur la chaîne officielle d'Emmanuel Macron, ou que t'en as marre de voir des COP 21, COP 38, COP 57, et qu'on fait des demi-mesurettes à chaque fois, il a ce côté un peu jouissif quand on se dit après tout, et c'est assez juste, hein, que l'acte le plus écologique, ça reste celui de détruire l'humanité. Hein. Donc il nous le rappelle finalement très bien. Donc c'est sympa que ce soit une petite secte qui fasse ça. Et chaque niveau, il est entrecoupé de petites cinématiques qui m'ont toujours fait rire, en fait. J'aime bien son sens de l'humour, en fait, au réalisateur du jeu qui s'appelle Loren Lemk. Avec un nom pareil, c'est pas forcément évident à dire. Et c'est vraiment un jeu qui a de l'humour, qui défoule bien, qui n'est pas prise de tête. C'est un petit jeu indé que je trouve original. Voilà.
C'est une sorte de smash-up, comme on dit, on détruit tout sur son passage. Nul doute qu'après la COP 15, peut-être que ça permettra à certaines personnes de se défouler. Non, mais il faut, moi je pense que c'est bien, puis j'aime bien cette manière de prendre le sujet de l'écologie un peu à rebours. Ça tient sur un timbre-poste, hein, mais c'est pas souvent si réussi que ça, en fait, des micro-scénarios comme ça dans des jeux qui sont principalement basés sur l'idée de se défouler, quoi. Puis dinosaures et propos politiques, c'est un mélange dont j'ai jamais entendu parler. Ah ouais, c'est pour ça que quand je l'ai vu passer sur Twitter, je me suis dit, ah ouais, pas con, il y a de l'idée. Et puis après, finalement, j'ai pris pas mal de plaisir à prendre les bonhommes puis les jeter dans les hélicoptères, dans les hélices et tout, c'est très drôle. Puis après, l'hélicoptère a fini par se crasher. Puis on peut aussi, j'ai oublié de le dire, mais on peut aussi shooter dans les foules, ce qui est assez réjouissant. Parce que du coup, quand on se balade, eux, ils sont assez pacifiques, même si les policiers te tirent dessus du haut des tours, tout ça, puis commence à avoir des ennemis un peu plus vilains. Mais on mange les autres aussi pour regagner de la vie, donc franchement c'est sympa, un petit casse-croûte comme ça entre deux jeux plus costauds, je recommande. Et ben écoutez, on va poursuivre en tout cas par un dernier jeu qui est sorti il y a un petit moment, mais que Guillaume a eu l'occasion de rattraper, puisque lui qui est fan des Dark Souls-like, et plus généralement de From Software, il a pu jouer à Elden Ring. Et on va regarder le trailer dès maintenant. Never met someone with a taste for bone I couldn't trust. You'd make good mates, I reckon. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth. Become Elden Lord. Alors Guillaume, Elden Ring, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour cette entrée fracassante dans le monde ouvert pour le réalisateur de la franchise Dark Souls? Alors raconte-nous ce que tu en as pensé. Oui, alors, comme je disais plus tôt dans la vie, il y a des choses vraiment importantes, et la plus importante c'est le point and click. Ensuite, je dirais que c'est les jeux de From Software, et puis en troisième, Hideo Kojima. Oui, c'est vrai, Hideo Kojima, comment dire, disons que Elden Ring, voilà ça, donc pour resituer un petit peu le curseur, donc j'ai fait tous les Dark Souls, j'ai fait Demon's Souls, j'ai fait Bloodborne, j'ai fait Sekiro, donc autant dire que je connais la formule. Et Elden Ring, c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. Alors attention, vous noterez l'usage de l'imparfait qui fait venir donc des défauts qui vont venir, mais aussi beaucoup de points positifs. Donc, est-ce que c'est un bon jeu? Oui, c'est un excellent jeu. Est-ce que c'est un bon From Software? Alors ça, moi, perso, je n'ai pas été très convaincu. Alors, déjà, il faut dire que... Il a pourtant gagné le Game Award, Guillaume. Oui, mais après, il faut aussi dire que God of War a eu la meilleure écriture, donc à partir de là, je pense qu'on peut savoir que c'est pipé. Hein. Ouais, dans le show et tout. Genre, il a eu la meilleure écriture, il me semble qu'il a eu la meilleure écriture, genre face à Immortality. Donc bon... bref, on va passer. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'est une entrée en fait du monde ouvert donc par From Software, parce que c'est drôle, hein, c'est un petit peu comme notre modèle économique. Hein, il faut croire qu'il y a que la croissance qui paye, et puis à un moment il faut devenir de plus en plus grand. Dans le jeu vidéo, en fait, t'as l'impression qu'à un moment il faut passer au monde ouvert parce que c'est comme ça. C'est drôle, ces espèces de petits schémas. Mais bref. Tout ça pour dire que donc ils sont passés au mode ouvert. Donc au début on commence et on est face à une immense étendue. On peut aller absolument où on veut, un petit peu comme dans Zelda. Et le seul truc qui pourra nous arrêter parfois, c'est qu'il va y avoir des ennemis énormes qui vont nous casser la figure. Donc du coup, on va comprendre à la rude qu'il vaut mieux peut-être y retourner plus tard. Donc on va prendre des notes et puis on va pouvoir observer une carte, ce qui me fait donc arriver au premier défaut de Elden Ring. C'est que moi, je trouve ça vraiment très dommageable qu'il y ait une carte. Parce qu'en fait, la plus grande force de From Software avant, justement, c'était cette absence de carte qui me faisait en fait remplir des carnets. Maintenant, parfois, je regarde les notes avec émotion, surtout quand j'ai fait Elden Ring. Hein. Je suis retourné voir mes schémas de cartes de Dark Souls, mes notes de Sekiro sur les endroits explorés, dans quel ordre. Je faisais des petits dessins, etc. Et je les ai vus, j'étais vraiment ému parce qu'il n'y a jamais besoin de faire ça dans Elden Ring. Parce que dans Elden Ring, vu qu'on a une grande carte, quand on va à un endroit où on se dit qu'on pourrait revenir plus tard, on met tout simplement un indicateur. Mais le vrai problème de la carte dans Elden Ring, c'est pas juste qu'on met un indicateur, ce qui en vrai est malin, vu que quitte à y avoir une carte, autant pouvoir mettre des indicateurs. Le vrai problème, c'est que, donc, comme je disais avant, la force des jeux, c'était justement, il n'y avait pas de carte.
Et on pouvait aussi, Dark Souls, d'une certaine façon, c'était déjà un monde ouvert, hein, parce qu'on commençait dans un monde vraiment grand et on pouvait aussi aller exactement là où on voulait dès le départ. Et sauf que, donc, il n'y avait pas de carte. Ça faisait que chaque joueur personne n'avait la même expérience, mais au-delà de ça, chacun se créait ses propres frontières selon son build, selon donc le personnage, ses caractéristiques qu'il avait choisies, parce que là encore, c'est toujours très riche. On peut soit être un magicien, un chevalier, un samouraï, plein de choses. On peut même commencer tout nu avec juste un slip et une matraque. On fait absolument ce qu'on veut. Mais en fonction de ça, ça nous amenait, chaque joueur partait dans une direction différente. Et donc, chaque joueur, selon son build et la direction qu'il avait choisi de prendre, se créait, moi j'aime bien parler donc des frontières imaginaires. Ce qui faisait qu'en fait, aucune partie de Dark Souls ne se ressemblait quand on parlait avec quelqu'un, parce que chaque personne avait ses propres frontières imaginaires. Moi, par exemple, dans le premier Dark Souls, j'ai fait l'erreur fatidique de commencer par le cimetière, ce qui est l'endroit vraiment le plus dur. J'ai réussi à m'enfoncer dans une crypte et je suis ressorti dans une vallée avec des dragons. Et les premiers dragons que j'ai vus là, je me suis dit, ok, peut-être que t'aurais pas du tout dû commencer là. J'en avais chié dans la crypte. Et en fait, j'avais pris vraiment un des passages les plus durs pour commencer. Et ma frontière imaginaire, c'était ce moment où la lumière changeait, elle commençait à se bleuter. Et c'était ça, ma frontière imaginaire. C'était la lumière bleue. En fait, le problème, c'est que dans Elden Ring, c'est immense, la carte, hein. C'est immense. Mais en fait, d'une certaine façon, on peut dire que même si c'est plus grand et qu'on se balade toujours en cheval, en fait, on se perd jamais dans Elden Ring. C'est ça la différence, parce qu'en fait, on a toujours cette carte qui nous rappelle par où aller. Et on a grosso modo un signal lumineux qui nous dit dans quelle direction aller. C'est toujours très cryptique, hein, ne me demandez pas de vous dire l'histoire d'Elden Ring. J'ai oublié parce que j'ai fait d'autres jeux depuis. C'est toujours très cryptique. Disons qu'on peut trouver une histoire incroyable si on lit les descriptions d'objets. L'univers a toujours un lore assez fantastique. Mais pour ça, il faut lire toutes les descriptions d'objets. Et là, pour le coup, je pense que c'est l'occasion de prendre des notes pour comprendre, parce que c'est aux joueurs d'assembler les pièces du puzzle. Et c'est une façon de raconter la narration qui est très propice à des discussions sur des forums avec des communautés de jeux. Bref, moi, c'est pas pour ça que j'aime les jeux de From Software. Moi, ça a toujours été principalement pour le level design, parce que pour moi, c'est eux qui offrent le meilleur level design de toute l'industrie du jeu vidéo, de loin, honnêtement, surtout dans des univers en 3D. Jouer à un jeu comme Bloodborne, ou je sais pas moi, les premiers Dark Souls ou Demon's Souls, c'est vraiment avoir la crème de la crème du level design, des niveaux interconnectés, tout ça sans carte, hein, je le répète, hein, et qui sont très grands déjà, hein, mais où nous-mêmes, on va réussir finalement à apprivoiser ces lieux, à se repérer, à trouver des raccourcis. Mais quand on prend certains ascenseurs dans Bloodborne, on se dit, mon Dieu, c'était donc connecté à cet endroit, et là on reprend une nouvelle perspective. Les échelles ne cessent de changer d'habitude dans leur jeu. Mais là, en fait, ça le fait pas vraiment. Aussi, il y a beaucoup moins de verticalité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a quelque chose qui m'embête dans cette tendance, en fait, qu'ont les jeux à se dire que parce qu'ils vont faire une étendue plus grande, et parce qu'on va pouvoir la parcourir à cheval, alors là, d'un coup, ça va devenir épique. Juste parce que épique, alors, je sais pas si... Il y a cette idée que parce qu'on parcourt une grande zone à cheval, du coup, c'est un voyage. Parce qu'on trottine longtemps, ça va plus être un voyage que si on explore plein d'endroits où on réfléchit à comment sont interconnectées les zones. Et pour moi, ça, c'était un problème dans Elden Ring, dans le sens que finalement, on se promène, on trouve plein de petites cryptes. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de cryptes, hein, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est genre, il doit y avoir sûrement 40, 50 qui, à la manière des temples de Zelda, sont copiés-collés. C'est-à-dire, on va entrer dans une crypte, ce sera toujours le même escalier qui ressemble aux autres cryptes, et après, il change vite fait quelques petites salles, et au bout, il y a un mini-boss. Et cette pléthore de mini-boss, pour moi, nuit aussi au jeu, dans le sens, alors là, il y en a des mini-boss, il y en a, hein, partout. Puis il y en a sur la carte, on se promène, on tombe sur un mini-boss, il y a des mini-boss vraiment partout. Il doit y avoir, sans rire, je pense qu'il doit y avoir 150 mini-boss. Il y en a vraiment partout. Mais en fait, là où avant, dans Dark Souls, un boss, c'était vraiment synonyme, une fois qu'on l'avait mis à terre, de progression, bah là, en fait, il y en a tellement que quand on les bat, en fait, finalement, on ressent plus du tout le même frisson qu'avant, parce que juste tout simplement parce qu'ils sont moins gratifiants. C'est un jeu qui est moins gratifiant. Avant, on avait vraiment cette envie d'aller plus loin et de se dépasser. Le jeu nous mettait constamment des murs, Dark Souls. Et là, en fait, on n'a plus cette sensation de mur à cause justement de cet open world. Donc, on a toujours des véritables... Il est plus grand public. Après, ça reste quand même vraiment balèze, hein, certains boss. Hein. Moi, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait seul. J'aurais pu, mais juste, j'avais pas envie de pousser. Parce que d'habitude, tous les Dark Souls, Sekiro, etc., je les fais 100% offline la première fois, c'est-à-dire sans demander l'aide d'autres joueurs. Mais là, pour Elden Ring, vu que j'étais moins motivé,
Il y a des boss que j'ai fait en étant un petit peu moins fort parfois, et j'ai demandé l'aide d'autres personnes qui m'ont aidé à le faire. Donc je le reconnais, hein, mais c'est juste parce que honnêtement il me plaisait, il m'a moins plu. Après, je pense que ça va être très subjectif selon ce que vous attendez. Déjà, ça va dépendre. Est-ce que vous aimez les open world? Moi, honnêtement, plus le temps passe, plus je me rends compte que presque de nombreux jeux, rares sont les open world qui m'ont plu. Hein. Je pense qu'en fait, j'ai besoin, un minimum dans un open world, d'une ficelle narrative que je n'ai pas dans Elden Ring, parce que tout est cryptique dans Elden Ring. Et en fait, vu que maintenant, il n'y a plus, pour moi, le level design, qui reste un super level design. Que ce soit clair, si vous avez jamais joué à un Dark Souls, que là, vous découvrez Elden Ring, le level design, vous allez vous prendre une énorme claque. Ça, c'est si vous n'avez pas fait ceux d'avant. Ça, c'est si vous n'avez pas fait ceux d'avant. Mais si vous avez fait ceux d'avant, en fait, vous aurez toujours l'impression que Elden Ring, il n'y a pas de secret. Plus tu fais une carte grande, moins ça pourrait être dense à l'intérieur, à moins de faire un développement 2 fois plus long, ce qui n'est pas possible pour eux. Et en fait, c'est comme si tout est plus grand, mais tout est moins complexe et moins dense. T'as plus cette impression organique de fourmilière qu'il pouvait y avoir dans les autres. Parfois, les autres, t'avais l'impression d'observer un tas de terre dans le jardin au microscope et de te balader dans des petits sentiers de folie. T'as plus jamais cette sensation dans Elden Ring. Tout est plus carré, tout est plus contenu. Et pour moi, c'est quelque chose que je reproche. Après, est-ce que c'est un excellent jeu? C'est un excellent jeu. On va pas se mentir. Est-ce que je le recommande? Bien sûr que je le recommande. Mais je pense que, par exemple, comme toi, Arthur, qui a jamais eu l'occasion de jouer à From Software, est-ce que vraiment, si quelqu'un me dit, ok, j'ai jamais joué à From Software, j'ai entendu dire que Elden Ring était plus accessible, est-ce que par lequel je devrais commencer? Moi, honnêtement, je vous dirais de pas commencer par Elden Ring, parce que déjà, attention aussi, il est plus accessible, ça reste super dur, hein. Genre, si vous aimez pas vous faire battre 10 fois de suite par un boss, voire parfois 15 fois, 20 fois, 25 fois, c'est la même chose, hein. Elden Ring, sans rire, c'est Dark Souls avec une moustache, sauf c'est un monde ouvert. Vraiment, c'est aussi pour ça. Je pense qu'en fait, ils ont voulu renouveler la formule, mais pas de la façon que moi, Guillaume, j'attendais, parce que c'est pas ce que je recherchais. Malheureusement, ils ont mis le curseur vers quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup plus d'objets à trouver, des trucs à crafter, etc. Je me suis quasiment pas servi, je hais le craft. Et ils se sont pas orientés vers là où je voulais qu'ils s'orientent. Après, c'est comme ça, il faut dire aussi que quand même, il y a eu 3 Dark Souls, il y a eu Bloodborne, il y a eu Sekiro, il y a eu Demon's Souls, je veux dire. C'est sans doute la prochaine étape aussi, il y a un deuxième monde ouvert qui serait peut-être qu'ils apporteraient encore. C'est ça. Maintenant, vu le succès monumental, stratosphérique qu'a été Elden Ring, il gagne même au Game Awards, donc c'est marrant de se dire que c'est le sacre de jeux difficiles quand même, alors que pendant quelques années on nous a baratiné comme quoi les joueurs voulaient que des jeux bidons, que des poustiques, et en réalité on voit que ça a quand même il y a quand même un public, quoi. C'est important. Donc voilà, c'était vraiment mon avis sur Elden Ring. C'est un excellent jeu, mais malheureusement pour moi, je sais que c'est sûrement ce qui va arriver. Mais si le prochain est encore un open world sur ce format, c'est pas grave, ce sera mes adieux à From Software. Je le ferai pas parce que je le recommande, oui, mais moi c'est vraiment pas ce que je veux. Je pense plutôt que je referai un des anciens avec un nouveau build. Voilà. Eh ben merci en tout cas pour ton avis, Guillaume. Eh ben on va clore ce podcast sur ces paroles, ces aveux de fin d'année avant 2023. Nous aurons l'occasion d'avoir d'autres résolutions plus tard. Eh ben merci Guillaume. Merci Arthur. Et puis à bientôt sur Mag. À bientôt.